Bonjour, je m'appelle Yves Cazot, je suis directeur général adjoint à Bouygues Telecom en charge de technologie, innovation et services. Dans cet ordre-là, la technologie, c'est vraiment tout l'aspect laboratoire de R&D, laboratoire de veille. On a un laboratoire au Japon et à Silicon Valley. Il y a l'aspect ensuite innovation, on définit de nouveaux services, on prototype. Et puis l'aspect service, donc les services sous deux formes, des plateformes, enfin du logiciel et des objets, les objets étant les plateformes et les box surtout. Donc, on va dire mon rôle principal, c'est avant tout de concevoir, produire et délivrer les box de Bouygues Telecom et le logiciel qu'on met sur ces box, puisque finalement, quand vous utilisez la télécommande et que vous commencez à naviguer, ce que vous voyez, la partie visible en termes de service, ce sont les logiciels qu'on a développés sur la box. Il y a trois étapes. Il y a d'abord l'intérêt pour le lean management qui s'est manifesté avant que je m'occupe de software et de box. J'avais plutôt un rôle plus général au sein de Bouygues Telecom. Et c'est la culture Toyota qui m'a intéressé, la culture de l'amélioration continue à partir des hommes et des valeurs. Bouygues Telecom et le groupe Bouygues en général sont des entreprises très pragmatiques, tournées vers l'expérience et avec une certaine méfiance par rapport à une approche trop conceptuelle. Et en lisant, par exemple, les livres de Geoffrey Liker, je me suis rendu compte que la vision Toyota était très en résonance avec les valeurs Bouygues. La deuxième étape, c'est le lean startup, en fait. C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans la boucle d'amélioration continue du lean des éléments clés pour innover dans un monde qui bouge très vite et qui est complexe. Alors le lean startup, qui est le best-seller d'Eric Ries, la première, si je devais le résumer, je dirais finalement, il n'y a pas d'idée géniale, il n'y a que la bonne compréhension du client. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, on a tous les mêmes idées. C'est-à-dire que les 4 opérateurs, partout dans le monde, on a les mêmes PowerPoint, on a les mêmes idées, y compris les startups qu'on visite en permanence. Donc, ce qui fait la différence, ceux qui gagnent, ce n'est pas ceux qui ont les bonnes idées, c'est ceux qui les mettent entre les mains des clients rapidement d'une part, mais surtout qui écoutent leurs clients pour faire évoluer leurs idées. La troisième piste, troisième axe, c'est la réalisation qu'une grande partie des qualités des produits logiciels tiennent tout autant au processus de fabrication qu'au produit lui-même. Et en particulier, on parle d'agilité. L'agilité n'est pas quelque chose qu'on trouve simplement dans les caractéristiques logicielles, on le retrouve bien dans la fabrique qui a produit le logiciel. Et donc, être agile, c'est pas juste faire du code autrement, c'est vraiment faire en sorte que l'ensemble des acteurs vivent autrement. Il ne s'agit pas d'une rupture ou de nier l'importance de la bonne architecture logicielle, des systèmes ouverts, enfin de tout ce qu'on a appris pour faire du logiciel innovant et flexible. Il s'agit plutôt de dire qu'il faut maîtriser l'ensemble des cartes du jeu. Il faut à la fois produire du logiciel flexible et de qualité, mais il faut aussi que l'ensemble du processus d'innovation logicielle soit fait dans cette culture d'amélioration continue et de qualité. C'est là que le lean apporte quelque chose. Avant de revenir un peu sur la genèse du Lean Software Factory, je voudrais citer Koplien, qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Lean Architecture, qui dit finalement, on est dans un monde complexe, on a besoin de lean pour être solide, mais on est dans un monde qui bouge sans arrêt, on a besoin d'agilité pour être réactif et s'adapter à son environnement. Et le lean et l'agilité sont extrêmement compatibles, parce qu'il y a beaucoup de principes lean dans l'agilité et vice-versa, mais ils ont chacun leur couleur. La couleur de l'agilité, c'est vraiment l'adéquation à l'environnement et le fait de réagir en continu. Et la couleur du lean, c'est de penser à long terme, c'est de penser sur les hommes, sur les compétences. C'est-à-dire, on n'est pas là juste pour réussir le software de la box dans 3 mois, on est là pour faire un produit qui va durer 10 ans chez les clients et qui va leur apporter de la valeur. Donc il faut à la fois être très réactif, très rapide, mais il faut avoir une démarche de valeur sur le long terme. Et le mélange lean et agile fonctionne bien. Quand on fait un peu l'histoire, on voit bien qu'il y a le mouvement agile avec l'Agile Manifesto il y a une quinzaine d'années. Il y a ensuite différentes couleurs. La couleur extreme programming qui a mis en valeur l'importance des hommes, l'importance du test, le rythme continu, le code, l'amour du code. Chez Toyota, le lean finalement c'est l'amour des voitures. Dans le Lean Software Factory, l'essentiel c'est l'amour du code.
Il y a l'approche Scrum qui déjà met des valeurs de type Lean, comme la rétrospective, l'amélioration continue, le visual management, la communication. Donc il y a déjà tout un ensemble de valeurs supplémentaires par rapport au brief original de l'Agile Manifesto. Et puis on peut se dire le Lean Software Factory, qui est quelque chose qui est en train d'émerger. Hein, il y a des grands apôtres comme Tom et Mary Poppendieck, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de se construire. Ben, c'est pour moi une couche de Toyota au-dessus de toutes les différentes branches du monde agile. Le Software Factory de Bouygues Telecom fabrique le logiciel qui est sur les box. Le Factory de Bouygues Telecom, d'ailleurs c'est un box factory, puisqu'on fabrique aussi les box, on les fait fabriquer au point de vue hardware à l'extérieur, mais on fait le design, on fait beaucoup de grande partie de la conception. L'équipe logicielle, c'est une poupée russe. Il y a une centaine de personnes qui sont sur vraiment le soft de la box. Il y a une centaine de personnes qui sont sur des logiciels à côté, les tablettes, les plateformes. Et il y a encore une centaine de personnes qui font du test de l'intégration. Donc on a à peu près 300 personnes et puis quelques aides supplémentaires. Donc c'est vraiment un objet à géométrie variable. L'enjeu principal, il est simple, c'est de délivrer un flot d'innovation continue sur les box de nos clients. La première chose qu'on ait faite, ça a été de construire notre logiciel. Pour l'instant, on utilisait un logiciel qu'on a acheté à l'extérieur, et de le déployer à la fois sur les nouvelles box, les box Sensation qu'on a sorties l'été dernier, et les nouvelles box, et les anciennes box, pardon. On est en train de déployer notre nouveau logiciel sur l'ancien parc pour finalement installer un socle de maîtrise. Le vrai sujet, c'est que finalement l'innovation, pour reprendre les termes de François Julien, c'est comme de l'agriculture. Hein. Il faut travailler, il faut labourer avant. C'est bien de faire pousser des fleurs, mais il y a un travail de préparation. Et le travail de préparation, c'est un travail de maîtrise. Ce qu'on a fait principalement depuis 2 ans, c'est devenir des experts de notre logiciel. Et le premier bénéfice qu'on a eu, c'est quand on a été capable de sortir notre box Sensation en temps, le 18 juin, alors que le hardware des box, c'est plein de surprises, et que comme les autres opérateurs, on a eu notre lot de surprises, qu'on n'aurait pas pu résoudre dans les temps si on n'avait pas eu cette maîtrise très fine du logiciel. On est en cycle très rapide, on fait quasiment une version tous les mois pour avoir des meilleures performances, des box encore plus stables, des box encore plus fluides, à la Toyota, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir sorti une box, mais il faut vraiment qu'elle devienne parfaite. Alors une box a 3 durées de vie, ça a la durée de vie commerciale, et là on voit que 3-4 ans est un maximum, parce que les choses se renouvellent très vite. Il y a une durée de vie chez le client d'amortissement un peu théorique qui est entre 4 et 6 ans suivant les opérateurs. Et puis il y a une durée de vie constatée. On a une partie de nos clients qui va vouloir évoluer, qui changera de box, et puis une partie de nos clients qui va tranquillement attendre que vraiment l'opérateur vienne lui dire « Monsieur, votre box, il est temps de la changer ». Et là, on est 8-10 ans. Voilà. Donc notre enjeu de maîtrise du logiciel, c'est de pouvoir faire revivre les box régulièrement, c'est-à-dire dire au client, vous avez une vieille box, mais comme on maîtrise parfaitement le logiciel, on est capable de continuer à le faire vivre et de continuer à vous apporter l'innovation. C'est une des choses dont on est le plus fier, c'est qu'on a construit un logiciel qui tourne à la fois sur la nouvelle box qui est sur base Intel Atom très puissante, mais aussi sur les box Legacy. Sur les box nouvelles, ce logiciel fait plus de choses, mais on va être capable, pour nos anciens clients avec leurs anciennes box, de leur apporter des nouveaux features et des nouveaux services. Quand on est sur des évolutions qui apportent des nouvelles fonctionnalités, où on considère que le client doit faire un effort pour apprendre, on lui laisse le temps. Non. Quand on est sur une évolution qui au contraire est technique et corrige un bug, on le fait de manière systématique. Et puis, il y a des grandes évolutions de rattrapage, on ne peut pas se permettre d'avoir un parc qui diverge trop. Donc de temps en temps, au bout d'un certain temps, on dit au client, voilà, maintenant vous avez encore 2 mois, mais dans 2 mois, on vous fera monter d'une version à l'autre. Donc on fait un espèce de compromis. C'est un compromis entre respecter le client qui n'a pas envie tous les jours de changer de look and feel, c'est tout à fait évident, et aussi nous conserver un parc homogène pour concentrer notre force d'innovation et pas se trouver englué dans la maintenance. Bouygues Telecom, c'est à la fois une grande entreprise française et un petit opérateur au niveau mondial. On a une équipe logicielle qui est grande sur le papier et petite si on devait gérer 10 générations de box fois 10 générations de logiciels. On a vu d'autres opérateurs plus gros que nous, totalement englués, où les 3/4 des efforts sont portés vers la maintenance. Quand on fait un peu de prospective sur les systèmes de systèmes, les grands systèmes, on voit un certain nombre d'idées. La première, c'est la complexité croissante.
et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Elle croît à la vitesse avec laquelle on est capable de la maîtriser plus ou moins bien, donc ce n'est pas non plus une croissance exponentielle, mais elle croît et elle nous pose de plus en plus de problèmes. Face à cette complexité, il faut d'abord rester très modeste. C'est la première leçon des gens qui étudient les systèmes complexes, c'est il faut être prudent. Ensuite, il faut se retourner vers Mère Nature pour réinternaliser les bonnes pratiques, à savoir beaucoup de redondance, beaucoup de modularité, une architecture par niveau. C'est-à-dire que les systèmes complexes où tout le monde voit tout le monde, on va droit dans le mur, on sait qu'on n'arrive absolument pas à les gérer, donc il faut vraiment avoir des hiérarchies, de la même façon que le corps humain est organisé en système et en sous-système. Plus le monde est complexe et plus on construit des grands systèmes, plus il faut garder des architectures simples et avoir des principes de conception simples. Si vous êtes une petite équipe avec 10 personnes et que vous avez un problème technique à faire, et que vous savez bien coder, mais il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir et de faire des solutions très élégantes et très puissantes. Quand vous faites un grand système qui va toucher des milliers de personnes, voire des millions de clients et qui va durer des dizaines d'années, l'expérience montre que les choses trop sophistiquées ne résistent pas parce que l'environnement change trop vite. L'incorporation du client dans l'écosystème, c'est la métaphore de la plateforme qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très à la mode, en disant on peut faire un grand système qui soit accueillant si il est conçu par une seule maîtrise d'ouvrage. Il faut vraiment travailler à la Google, à la Facebook, comme les grands acteurs, et faire des logiciels qui justement ont une capacité d'évolution rapide parce que on multiplie les nombres de gens qui peuvent intervenir. Et pour être user-friendly, finalement, il faut être developer-friendly. C'est ça, mon grand message stratégique interne, c'est-à-dire le logiciel de la box. Ce qu'on a fait, c'est bien, on a progressé. On n'y est pas encore parce que pour l'instant, il est trop monolithique, il n'est pas assez ouvert. Donc, alors ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est un axe stratégique dans les années qui viennent. On va progressivement ouvrir tout notre écosystème logiciel, parce que pour faire quelque chose qui résiste au temps et qui est accueillant pour le client, il faut vraiment faire appel au talent de tous. Ce qu'on peut retenir de l'aéronautique, c'est qu'il est possible de faire de la qualité. C'est frappant en utilisant de la redondance, de la vérification, beaucoup de choses. Et ça illustre bien un des principes clés du Lean Software qui est Quality First. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut aller vite qu'on s'autorise à faire du code sale. On fait moins de choses en fait. L'idée brillante, c'est qu'il y a une tension entre être agile, aller vite, et Quality First, right on the first time. La tension se résout en disant on va faire moins de code. Donc ça nous permettra d'aller vite et néanmoins de faire du code qui survit parce qu'il est de bonne qualité. Une des autres, je dirais, la transposition de l'aéronautique dans le monde du software, c'est l'extreme programming, c'est le test-driven programming, c'est le fait de tester le plus vite possible, le plus tôt possible. Quelque chose de nouveau qu'on trouve très bien expliqué par Eric Ries. Donc, je dirais, du monde aéronautique, on a envie d'aller chercher des bonnes pratiques en termes d'exigence qualité. Les réseaux télécoms, je dirais, fonctionnent bien, ils sont soumis à une explosion permanente des volumes. L'enjeu qu'on a, c'est plutôt de les amener jusque dans les maisons de nos clients, à l'intérieur des maisons, c'est-à-dire de transformer nos home networks en des réseaux qui sont autonomes, c'est-à-dire auto-installés, auto-réparés, etc. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Tous ceux qui, parmi vous, ont un routeur à la maison, plusieurs Wi-Fi, un NAS, des piles DLNA, savent que c'est pas très facile à faire marcher tout ça. Et un des rôles des opérateurs, en tout cas le rôle de Bouygues Telecom, c'est bien d'amener une qualité d'expérience et de plaisir d'utilisation des objets connectés à la maison en maîtrisant la complexité du home network. Alors, Bbox a 3 générations. On a démarré en 2009 avec un produit qu'on a installé rapidement sur le marché, une solution un peu clé en main. La deuxième génération, c'est ce qu'on a développé, déployé l'an dernier, c'est Bbox Sensation. Là, les maîtres mots, c'était le contrôle du software, le fait d'avoir un hardware state of the art avec ce partenariat avec Intel, et la capacité à démontrer finalement qu'on était capable, en partant quasiment de zéro, puisque la première solution, on l'avait vraiment achetée sur étagère,
de créer notre plateforme, de la mettre entre les mains des clients et de la faire bien fonctionner. L'étape d'après, elle est dans deux directions. Elle est de faire vivre cette plateforme logicielle, et là vous allez voir qu'en termes par exemple, de recommandations, on va intégrer des solutions extrêmement puissantes de start-up qu'on a trouvées à l'étranger, sans en dire plus. On a mis dans la box, on a choisi un chipset qui a des possibilités graphiques exceptionnelles, et le portail va évoluer pour profiter de ses capacités, être encore plus, je dirais, extraordinaire et fluide. Donc il y a un axe logiciel. On voit bien qu'est-ce que veulent les clients. On est entré dans le monde du multi-device. Ils veulent qu'à la maison, tout le monde puisse faire tout sur les tablettes, les PC, les smartphones. Donc ça, c'est évidemment un des axes vers lequel on va, vraiment le côté multi-room. Et on a choisi dans la BeBox Sensation un chipset qui est puissant pour être capable justement d'alimenter plein de flux en simultané, parce que c'est pas parce que la maman regarde un film sur la télé que le fiston n'est pas en train de jouer, etc. Donc on voit bien que c'est une des premières demandes. La seconde demande, c'est de gérer la complexité, cette complexité dont on parlait un peu plus tôt. Aujourd'hui, entre les contenus que les clients ont de leur côté, ceux qu'on trouve sur le web, la très grande richesse des boutiques VOD, Catch-up, les 200, 300 chaînes, tout ça, ça fait un univers très riche. Et l'enjeu logiciel, c'est finalement de rendre cette abondance plaisante et agréable, et non pas génératrice de frustration et d'angoisse. La France est un pays très avancé dans le monde de l'IPTV, et donc vous, Français, vous avez la chance d'avoir 3-4 opérateurs qui se font la course pour être innovants et vous amener des solutions de plus en plus riches. Donc, comme c'est compétitif, on est un peu silencieux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va bien vers un monde où il y a une box au cœur de la maison qui est un serveur d'application, de contenu, et beaucoup d'objets satellites, des téléconnectés, des petites set-top box, des tablettes. Et la box de demain reflètera encore plus que celle d'aujourd'hui cette capacité à être le serveur des applications de la maison. Il y a bien une tension entre, d'une part, des clients très avancés qui sont de plus en plus exigeants et une offre de ce que la technologie rend possible qui est extraordinaire, et d'autre part, un sentiment de frustration par rapport à la complexité, donc une vraie attente. On a des clients qui sont en attente de box plus petites, plus simples, avec moins de boutons, plus faciles à utiliser, et puis une pression économique disant on a des clients qui cherchent des solutions de moins en moins chères. Alors, pour réconcilier tout ça, la première idée, c'est d'être modulaire, d'être simple, et puis vraiment de transformer la modularité en flexibilité. On se rend compte que aujourd'hui, tous les opérateurs travaillent avec des box qui sont la meilleure configuration pour la moyenne des clients. Dans le futur, nous, on va travailler pour arriver avec un système qui s'adaptera à nos clients. Parce que suivant qu'on a un petit studio ou une grande maison, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Si on a un ADSL qui fait péniblement 3 mégabits ou la fibre à 100 mégabits, on n'a pas les mêmes besoins. Suivant qu'on est très vidéo ou photo, ou au contraire un geek avec un PC, on n'a pas les mêmes besoins. Et pour l'instant, on a fait une box qui est assez universelle, qui est une espèce de couteau suisse qui fait un peu tout. Mais ça a un coût. C'est-à-dire qu'en fait, on apporte à tout le monde une espèce de couteau suisse multilame, alors qu'il y a des gens qui avaient juste besoin de 2 lames. Et puis, c'est pas parfait non plus. Trop de complexité, puis finalement, on fait des compromis quand même. On ne fait pas une box à 500 €, donc on fait des compromis. La vision qu'on a, c'est d'arriver avec un système modulaire avec plusieurs objets qui se déclinent. Soit on en met peu, on met des objets simples de la gamme, on a quelque chose de très très basique, mais dans un sens positif du terme, et ça satisfera à la fois des clients low cost ou des clients low appetite, pareillement. Et à l'inverse, on sera capable, en modulant les pièces du Lego, de monter en gamme, de faire des super serveurs vidéo, des super serveurs d'applications, d'aller vers le monde de la domotique, parce que c'est une des grandes ambitions de Bouygues Telecom, c'est d'amener la maison intelligente, de manière ouverte, pas avec une offre fermée, mais de manière ouverte. Ça suppose d'avoir un système qui est flexible, et si on fait une grosse boîte super flexible, ça devient en fait un PC. Et les gens ont déjà un PC, ils savent que le bazar que c'est pour le mettre à jour, le faire tourner, etc. Donc il faut qu'on leur amène autre chose, quelque chose de beaucoup plus user-friendly.